Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 8 janvier et pour comprendre comment tourne la planète financière lorsqu'elle tourne autour du Proche-Orient, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera quelques frictions, allez, à peine quelques tensions. La tension, manifestement, est retombée depuis minuit. Ça avait bien mal commencé sur les places asiatiques ce matin, après le tir d'une volée de missiles iraniens en direction de bases militaires américaines situées en Irak. Une quinzaine de missiles, dont une bonne douzaine se seraient effectivement écrasés sur leur cible. Mais on apprenait très très vite, en provenance de la Maison-Blanche, que finalement il n'y aurait que 2 missiles qui auraient atteint leur but. 2 missiles, ce n'est pas grand-chose, d'autant qu'on croit comprendre que ces missiles, en plus de ça, ne contenaient pas d'explosifs, mais des cartes de vœux envoyées par Téhéran. Bon, il y a manifestement une volonté de ne pas aller à l'escalade du côté américain. Les tirs de missiles iraniens ont été officialisés vers minuit. Dès minuit et demi, circulait la rumeur que Trump allait faire une annonce à la nation en pleine nuit. Donc, allait-il expliquer qu'il allait mettre en place une riposte disproportionnée, comme il l'avait promis, détruire les sites militaires iraniens, mais également son patrimoine archéologique et historique, ce qui est évidemment un crime de guerre. Eh bien, aujourd'hui, c'est même pas mal, et on va pas se fâcher pour si peu. Du côté iranien, c'est maintenant qu'on a riposté, si jamais vous décidez d'en rester là, nous arrêtons, nous également, notre riposte et notre vengeance de la mort de Soleimani. Alors les marchés, semble-t-il, poussent un gros ouf de soulagement. Bah non, ils poussent même pas de ouf, puisque finalement tout s'est passé dans la nuit et tout était résolu dès ce matin. Alors, moi j'ai quand même vécu le truc en direct, entre minuit et 2h du matin. À minuit et demi, le baril de pétrole avait pris 4,5%. On était à nouveau pas loin de 70 sur le Brent, au-delà de 65 sur le WTI. Et on était remonté à plus de 17 sur le VIX. Mais à partir de 1h30 du matin, et lorsqu'on a commencé à comprendre que finalement Trump ne ferait pas d'annonce à la nation, donc ça voulait dire qu'il n'y avait probablement pas de riposte américaine, le pétrole est retombé rapidement en dessous des 64 $ sur le WTI. Le VIX est retombé en dessous des 15. Et on s'est vite rendu compte que les résistances ne seraient pas franchies ni à la hausse sur le pétrole, ni sur le VIX, et que, symétriquement, des supports ne seraient pas franchis non plus à la baisse sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Finalement, le seul bénéficiaire de tout cela reste quand même l'or, qui a franchi les 1600 $, qui a été cherché 1615 et qu'on retrouve désormais aux alentours de 1585. Autrement dit, c'est la 3e journée passée au-delà des 1550, ce qui semble effectivement bien valider un signal haussier sur l'or, mais pas sur des actifs comme le pétrole et pas de signal baissier sur les indices boursiers. Autrement dit, la hausse continue, et elle continue d'autant mieux que la Fed a injecté 99 milliards de dollars, pour ne pas dire 100, mardi matin pour, on va dire, fluidifier le marché interbancaire. 99 milliards de plus au guichet le matin, c'était la 2e plus grosse injection après les 120 milliards de fin septembre. Voilà, pas mal d'argent pour jouer, et surtout, eh bien, pour résister à des petits pics de volatilité, comme on en a connu dans la nuit, mais ce matin, il n'est même plus question donc de correction sur les places boursières. Et hier soir, Wall Street aurait pu clôturer dans le vert.
ça a été finalement le dernier quart d'heure qui a été fatal. Mais ce qui était quand même très intéressant, c'est de voir que pendant que Wall Street était encore en hausse, qu'est-ce qui montait? Une nouvelle fois, les semi-conducteurs. C'était une véritable ruée avec des plus 8% sur Micron, sur Western Digital. Ce sont des valeurs qui ont déjà gagné entre 70 et 90% l'année dernière. Eh bien, on attaque 2020. Qu'est-ce que les opérateurs achètent? À nouveau, les titres qui ont le plus progressé. En fait, à l'entame de l'automne 2019, et alors que les indices avaient gagné 15%, que fallait-il acheter? Les titres qui en avaient déjà gagné 40%. Au mois de décembre, avant les habillages de bilan de fin d'année, que fallait-il acheter? Eh bien, les titres qui en avaient pris 60%. Et on attaque l'année 2020. Que faut-il acheter? Les titres qui ont pris 70% en 2019. Et on ne touche toujours pas aux titres dits en retard, à ceux qui ont sous-performé. Autrement dit, tant que la Fed va injecter des liquidités, les programmes d'achat vont demeurer invariablement les mêmes. On achète ce qui est le plus cher et on laisse de côté ce qui semble bon marché. Alors, je dis le mot marché, ce que je vous décris évidemment n'a rien d'un marché, aucune caractéristique d'un marché. Un marché, eh bien, à un moment, on arbitre ce qui est très cher contre ce qui est un petit peu en retard. Là, c'est depuis 18 mois, c'est le même schéma qui fonctionne invariablement. Donc, avec ou sans bombardement iranien, il semblerait que ça leur reste business as usual. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et nous rappelons donc que ces vidéos sont visibles pour tous les abonnés de la chaîne YouTube, mais pour les lives de 11h30, c'est donc réservé à nos abonnés de la lettre confidentielle. Vous avez pu d'ailleurs hier assister à un live qui était ouvert à tous. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a donné le goût donc d'y participer en tant qu'abonné à la lettre confidentielle.